Eh bien, Henri Yambodé, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Hugues Tozogo, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tous les téléspectateurs, pourquoi pas aussi les auditeurs qui nous suivent. Heureuse année à vous. Ah bon? En 2026, on ne s'est pas encore retrouvés. Wow. Ah, Hugues aussi, on ne s'est pas encore jusqu'à cette date? Oui, bon. Ça veut dire que vous savez ce qui vous attend. Mais vous ne pouvez pas accepter d'abord le vœu. Vous ne pouvez pas, dans une année, venir sur ce plateau à la date 21 et nous dire devant le monde entier que nous, on ne s'est pas encore vu. Ça veut dire que c'est vous, ce qui vous attend. On se voyait, mais pas sur le plateau. Donc il y a ces deux environnements différents. On se voyait. Et c'est ici que vous me faites les vœux. Hugues Tozogo, bonjour. Bonjour Maurice Arnaud Agua, bonjour également Henri Yambodé, puisque vous nous formulez les vœux de la nouvelle année, je vous les reformule de manière réciproque. Merci d'avoir accepté. Bonjour également à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir nous retrouver sur ce plateau. Bon, ce plaisir, on l'a toujours senti en vous, Hugues Tozogo. On sent bien que vous aimez ce que vous faites et que c'est un plaisir chaque jour pour vous d'être sur ce plateau. C'est pareil pour Henri Yambodé. Henri Yambodé, nous recevons vos bons voeux. Merci. Merci infiniment. Merci. Et on vous souhaite... C'est la suite d'après les vœux qui le fait déjà courir. Il faut le laisser, il a déjà peur, donc je ne veux pas lui faire peur davantage. Allez, madame, messieurs, on va partir pour un peu plus sérieux. Législative du 11 janvier 2026, Henri Yambodé, Hugues Tozogo, Adjaltier News ce matin, nous parle des défis et enjeux de la 10e mandature du Parlement béninois. Hugues Tozogo, vous avez suivi la 9e législature et dans quelques semaines, la 10e sera installée. Est-ce que vous avez pensé à quelques défis qui attendent la 10e législature qui aura la lourde responsabilité de faire 7 ans? Je pense fondamentalement à 3 défis. Le premier défi, c'est de pouvoir permettre aux concitoyens béninois de vivre davantage le sens de la citoyenneté active. C'est-à-dire qu'il faut que les députés, à travers leur mécanisme de vote, parviennent à permettre aux citoyens béninois d'être au cœur donc, de toutes les lois qui vont être votées à l'Assemblée nationale. Il faut donc qu'il y ait une certaine cohésion entre les députés et le peuple, parce que ce dialogue-là manque souvent. Ce qui fait que des textes de loi sont votés, mais difficilement les populations sont informées du contenu de ces textes de loi. Est-ce que vous voulez dire que les députés de la 10e législature doivent faire l'effort d'aller au contact du peuple pour comprendre leurs difficultés, leurs problèmes, leurs propositions, si possible, et en faire des propositions de loi? C'est exactement ça. Vous savez, de plus en plus, quand on parle de la bonne gouvernance, l'indice fondamental sur lequel on se base, c'est bien sûr la participation citoyenne. Donc, on demande aux citoyens de ne plus se mettre dans la posture de celui-là qui ne fait que critiquer dans une démarche d'esprit de critique, mais qu'il puisse se retrouver dans un esprit critique. À partir de ce moment, si le citoyen est disponible et veut apporter sa contribution au rayonnement de son pays, et que les députés à l'Assemblée nationale qui doivent non seulement voter les textes de loi, mais également contrôler l'action du gouvernement, ne sont pas disponibles, ne sont pas ouverts au dialogue, il y a un véritable problème qui se pose. Ça veut dire que les députés seront au-dessus, vont se retrouver à un seuil élevé, les citoyens seront pratiquement en bas, et il y aura un vide. Donc, les défis réels liés au développement non seulement de l'être qui est donc le citoyen du pays, et les défis liés au développement de manière structurelle ne seront réellement pas pris en compte. Donc pour moi aujourd'hui, le premier défi
qui doit pouvoir être relevé par les députés de la 10e législature, c'est de pouvoir instaurer ce cadre-là qui leur permette effectivement d'aller au contact des populations, de les écouter, à défaut même d'aller au contact tout le temps pour les écouter par rapport aux propositions de loi. Il faut que tout de même, dès que les textes de loi sont votés, qu'il y ait un retour. Vous savez que c'est assez difficile aujourd'hui pour les Béninois de connaître le contenu de leur loi fondamentale. Absolument. Et donc, des députés peuvent, par exemple, prendre l'initiative de commettre des experts en langue nationale qui, systématiquement, vont permettre de traduire le contenu de notre loi fondamentale en ces langues nationales-là pour permettre aux populations à la base de comprendre effectivement les textes ou bien la loi fondamentale de notre pays. Parce que si le citoyen ne connaît pas la loi fondamentale, vous savez, là maintenant, on se retrouve pratiquement avec une constitution qui fait référence à l'installation du Sénat, d'accord? Le citoyen qui ne maîtrisait absolument rien de tout ça parce que comprenant exclusivement le fond ou exclusivement le dindi ou le bariba ou le yom, ainsi de suite, à quel moment peut-on lui apporter l'information? Donc, il revient aux députés de la 10e législature de travailler sur ce grand projet-là. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi que je trouve, c'est un défi environnemental. Regardez, il y a des communes qui retiennent souvent mon attention. Je prends le cas de Ouida, je prends le cas de Sé. D'accord? La région de Sé. C'est avant Lokossa? Exactement. Quand je prends la région des Canaries. Oui, si, la région des Canaries. Exactement. En terre de bar, je ne sais pas comment on peut. En terre cuite. Voilà. Quand vous prenez ces régions-là, quand je prends par exemple Ouida, avec les infrastructures routières qui sont en train d'être réalisées le long de la route des pêches par exemple, ou même à l'intérieur de la route, vous vous rendez compte qu'il y a un grand défi environnemental qui s'impose. Soit au niveau de Paou, ou soit dans la région de Diegbagui, dans ces périmètres-là, au niveau de ces arrondissements-là, il y a des terres qui sont creusées. D'accord. D'accord? Parce qu'on va chercher du sable. Tout à fait, pour remblayer là où il en faut, pour pouvoir élever les voies. Exactement, pour pouvoir construire les routes. Mais quand on finit de le faire, cette carrière-là, là où on a creusé. Là où on a creusé. Ça devient quoi? Ça devient quoi? C'est des trous. Mais ailleurs, on réalise des projets importants avec. Mais chez nous, on va construire, c'est-à-dire on va creuser ces carrières-là. Et dès que peut-être le propriétaire, il s'est rendu compte qu'il a gagné peut-être 500 millions ou un peu au-delà, bon, il oublie la terre. C'est un défi environnemental. D'accord. Il faut inéluctablement que la 10e législature puisse se pencher sur cette question-là. Environnementale. Cette question environnementale. Comment on exploite ces grands trous baignants. Exactement. D'où on a puisé du sable parce pour enlever nos routes. Quand vous prenez Paou, par exemple, d'accord, un peu derrière les rails, parce que c'est juste derrière les rails. On peut exploiter ces gros trous, par exemple, pour faire de la pisciculture. Pourquoi pas? Parce que vous vous rendez compte, en saison pluvieuse, il y a l'eau maintenant qui stagne au niveau de ces périmètres-là. Or, vous savez que dès qu'il y a la présence de l'eau, la conséquence, c'est les laves de moustiques, c'est beaucoup d'autres. Et dès que ça se développe, les populations qui se retrouvent dans ce périmètre-là sont exposées à ce que nous appelons le paludisme, qui est en réalité le premier, comment je vais dire, la première maladie en termes de mortalité infantile en Afrique. Donc, c'est un grand défi en réalité qui peut-être ne retient pas l'attention de nos acteurs politiques, mais il faut inéluctablement que la 10e législature puisse réfléchir pour relever ce défi environnemental. Et relever ce défi environnemental. D'accord. Le troisième défi, pour moi, c'est un défi d'ordre démocratique. Avec la configuration de notre Assemblée nationale aujourd'hui, vous entendrez certaines personnes dire « oui, c'est un parlement monocolore » et ça va dans tous les sens. Et ça,
c'est juste parce qu'il y a les questions d'intérêt politique qui sont en jeu. D'accord? On peut se retrouver à l'Assemblée nationale, appartenir à une mouvance présidentielle et jouer convenablement son rôle en tant que député. Parce que votre rôle en tant que député, c'est de voter des textes des lois, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui. Et donc, le contrôle de l'action gouvernementale doit être le leitmotiv de cette 10e mandature-là. Mais est-ce que vous savez ce que moi je recherche? Dites-moi. C'est les débats élevés, de haut niveau. Ces débats auxquels on a eu droit à la première mandature, 5e mandature, 6e mandature. Ça manque aujourd'hui. Oui, nous voudrions qu'il y ait des débats, pourquoi pas contradictoires. C'est-à-dire que les gens affrontent les idées, les arguments et les verbes. Qu'on sente un parlement animé. Est-ce que vous n'êtes pas d'avis? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas pour rien que je suis revenu sur cet aspect-là. Et ce soit le dernier point, je vais dire, que je développe par rapport à mes attentes au niveau de la 10e législature. Parce qu'en fait, un parlement, c'est le haut lieu du débat public. C'est en fait où se dessinent toutes les stratégies politiques. Et donc, s'il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que si on ne parvient pas effectivement à discuter pour permettre à ce que ce soit la lumière qui rejaillisse et permettre pratiquement aux personnes qui étaient dans une posture indécise de comprendre que tel défi, par exemple, il est important qu'il soit relevé, mais tout en se basant sur telle ou telle autre mesure, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale ne joue plus son rôle. Vous n'allez pas voir un chef d'État, par exemple, appeler un député pour lui dire une fois que vous êtes installé à l'Assemblée nationale, ne menez pas des débats parlementaires. Non. Aucun chef d'État n'a ce temps. Mais malheureusement, il y a certains acteurs politiques qui font croire à la masse que, parce qu'ils appartiennent par exemple à la mouvance présidentielle, ils ne peuvent pas prendre la parole et être libres. En fait, c'est une question... Et susciter des réflexions profondes qui pourrait même... C'est une question de personnalité. À se demander, est-ce qu'il fait partie vraiment de la mouvance? Exactement. C'est une question de personnalité. C'est une question de personnalité, la carrure de la personnalité. C'est pourquoi mon vœu le plus cher, c'est qu'on ne laisse pas n'importe qui entrer au bureau du Parlement prochain. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit le... C'est vrai, parce qu'en fait... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu avoir, quand vous regardez la configuration des 109 élus qui se retrouvent, que ce soit sur la liste de l'Union progressiste, le Renouveau, ou que ce soit sur la liste du parti Bloc républicain, vous vous rendez compte que c'est quand même des personnalités qui ont du parcours. Encore, vous me dévancez sur cette question. Et ça, je suis très heureux qu'on en soit arrivé là. Même si, a priori, certaines personnes peuvent se dire, non, ils appartiennent tous à la mouvance, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'eux? Je suis déjà très heureux que ces personnalités qui vont aujourd'hui siéger à la 10e mandature, que ce soit effectivement des personnalités d'un rang social donné. Ce n'est plus des marchands politiques connus hier qui allaient à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont le pouvoir financier et donc ils achètent la conscience collective au détriment donc, je vais dire, de la misère de nos compatriotes. Je m'excuse de le dire de cette manière, mais ça fait partie de notre passé. Donc, honteux. Oui, honteux. Notre passé honteux, comme l'a dit le chef de l'État. Donc, je suis au moins heureux pour ça. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on ait effectivement un Parlement animé. Qu'on ait un Parlement où les députés, bien qu'appartenant à la mouvance présidentielle, puissent interpeller le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Qu'on puisse sentir que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est effectif. Et que c'est une réalité. Et que c'est une réalité. Qu'on ne se retrouve pas juste à l'Assemblée nationale et qu'on se dise plus tard, mais est-ce que c'était vraiment opportun de les envoyer? Parce que là, on se retrouve malheureusement ou heureusement avec un mandat de 7 ans. On se retrouve avec un mandat de 7 ans et donc pendant 7 ans, le Parlement a le devoir d'accompagner le peuple béninois et de démontrer au pouvoir en place que ce que le peuple attend, c'est eux en tant que députés élus qui doivent pouvoir le revendiquer au quotidien. Très bien.
Alors, je me retourne vers vous, Henri Niambollet. Vous avez suivi le développement fait par Hugues-Hector Zogo sur 3 points. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est bien cette question d'un parlement animé où les débats sont suscités, où le peuple veut suivre ce qui se passe au Parlement. C'est à croire que les années passées, on ne voit plus l'engouement du peuple béninois à suivre ce qui se passe au Parlement. Les débats parlementaires, on courait prendre nos postes radio pour suivre les débats qui s'y déroulaient. Quels sont les défis aujourd'hui selon vous, Hugues-Hector, je dis Henri Niambollet? Oui, déjà, vous faites donc allusion au débat. Donc, le premier défi qui est lancé donc à ce Parlement, la 10e législature, c'est de préserver la qualité du débat au sein donc de l'hémicycle. Et ce débat-là, il faut le mener sans parti pris. Et donc, si on veut avoir une bonne qualité de débat, il faut se départir de ce que on émane donc du bloc présidentiel, on émane de la famille présidentielle. Si on arrive à le faire, à le dire comme ça, on peut mener un débat de qualité. Parce que vous savez quoi, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'absence de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, forcément, va en arrière... un arrière-goût-amer, voulez-vous dire? Un goût qui ne va pas forcément permettre aux députés donc de faire le bon débat sur des questions sensibles. Je vais y arriver. Sur les questions je sais sensibles. Que vous allez arriver, mais la présence de l'opposition par le passé, ça a apporté quoi? À part qu'on a vu l'Assemblée se vider à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça a apporté? Quand l'Assemblée se vide, il reste qui? Visiblement, il a beaucoup de choses sur lesquelles il voulait intervenir parce qu'il demande si vous souhaiteriez qu'il puisse. D'accord, je lui laisse continuer. Voilà. Oui. Mon cher ami, très cher Maurier, cher Hugues, j'ai dit l'autre fois à Moïse qu'on ne va pas résumer le bilan de l'opposition de 2023-2026, on va résumer ce bilan-là à la politique de chaises vides pratiquée. C'est sur la question. On peut alors résumer ça. Si vous voyez de cette manière-là, on va dire la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale n'a rien apporté. Alors que véritablement ceux qui, même la 9e législature, les députés qui sont en train de filer là, vous diront que oui, ils ont apporté une plus-value au débat démocratique. Il y a eu que le débat a été relevé. Parce que même vous aussi qui êtes là, si entre-temps on vous met dans un environnement où le débat n'est pas relevé, votre niveau va s'affaiblir. Et donc l'affaiblissement du débat politique à un moment donné, 2023 à 2026 a été relevé. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas résumer. Pourquoi le peuple ne leur a pas accordé leur voix, leur suffrage pour les envoyer à l'Assemblée alors? Vous oubliez qu'il y a eu 16, quelque chose. Non, ce n'est pas ce qu'il y a eu que nous voulons, mais nous voulons du concret. Le peuple apprécie les débats, apprécie le fait qu'on fait la politique de la chaise vide, donc le peuple est d'accord pour les envoyer s'asseoir là-bas, envoyer l'opposition, FCBE, les démocrates, tout ça à l'Assemblée. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Il y a au moins donc ces 16%-là qui ont apprécié le travail que l'opposition a fait à l'Assemblée nationale. Et le rôle du député, il ne faut pas l'oublier, c'est légiférer, c'est contre l'action du gouvernement. D'accord? Est-ce que les deux. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une seule proposition de loi qu'un député de. Écoutez. Est-ce que vous connaissez une seule proposition de loi? Est-ce que vous connaissez une seule proposition de loi? Fouillez, je n'ai pas les données ici. Mais non, vous allez voir. Les députés de l'opposition, les démocrates, je ne suis pas venu pour les défendre, mais il faut dire. Tout le temps qu'ils ont pratiqué la politique de chaise vide, c'est sur des questions où. Il y a des questions orales, oui, où il n'a pas été compris. Mais il n'a pas tout le temps en 3 ans, il n'a pas seulement pratiqué la politique de la chaise vide. Ils ont eu à travailler. Est-ce qu'ils sont arrivés à légiférer? Avançons alors sur les défis. À contre l'action du gouvernement. Avançons alors sur les défis. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce qu'il dit? Avançons alors sur les défis. Un instant. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que quand vous résumez, non, on ne résume rien. De député donc. Henri Niambollet, on ne résume rien. Nous faisons des constats et des lectures. Donc, dites-nous alors, quels seront les défis? En tant qu'analyste politique, vous appuyez sur
des faits isolés peut-être pour apprécier. Non, ça, vous devez prendre les faits dans leur généralité et apprécier. Sinon, en l'absence de l'opposition au Parlement, quels seront les défis auxquels on doit s'attendre? Oui, en l'absence de l'opposition au Parlement. Mais je constate que juste là, il n'a même pas encore parlé du premier défi. Il va le faire. Mais écoutez, qu'est-ce que vous... il va le faire, il a encore du temps. Vous m'avez amené sur le terrain, donc je vous ai répondu. Oui, donc, on revient maintenant dans le débat. De préserver donc la qualité du débat démocratique à l'Assemblée nationale. Si on ne le fait pas, l'intérêt que les uns les autres, l'intérêt que les populations, les citoyens avaient pour les débats à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, ils n'auront plus cet intérêt. Donc, ceux qui iront pour la 10e mandature devront relever le débat. Vous l'avez fait, vous avez bien fait de le dire, que dans le lot de ces députés-là, il n'y a pas que de nouveaux, il n'y a pas des gens qui y vont pour la première fois, il y a des gens qui ont eu cette pratique parlementaire. Donc, ça cette expérience, j'allais dire. Oui, ça va permettre, bien sûr, de relever le niveau de débat à un moment donné. D'accord? Et donc, il y a ce défi-là qui se dresse donc devant ce Parlement-là. L'autre défi, c'est d'assurer le contrôle effectif donc, de l'action gouvernementale. Et quand on le dit, c'est vrai que Patrice Talon va quitter le vrai pouvoir. Contrôle, voulez-vous dire? Oui, le vrai contrôle. Le vrai contrôle, c'est sur des questions données, c'est sur des questions essentielles. Et les démocrates ont eu à le faire. Et donc, pour que ce Parlement fasse oublier la présence des démocrates... Les démocrates ont eu à le faire, ils ont eu gain de cause? Il y a eu plus de une centaine de demandes de questions orales adressées. On ne va pas inventer les chiffres si on n'a pas les meilleures statistiques. Non, il n'invente pas. Je ne sais pas les chiffres. Laissez-moi aller au bout. On va vous donner la parole dans un instant. Donc, vous pensez qu'on invente les chiffres? D'accord. Donc, il y a véritablement un vrai contrôle de l'action gouvernementale. Parce que là, si on ne le fait pas, ils vont faire encore... ils vont laisser donc encore vivace dans les esprits de ces populations-là la présence donc, des démocrates. Donc, pour le faire, il faut arriver à faire une réelle action de gouvernement. Je disais que le président Patrice Talon va quitter le pouvoir en mai prochain. Déjà donc, si c'est la personnalité de président Patrice Talon qui fait peur très souvent à ces députés-là. Qui fait comment? Donc, qui va comment? Puisqu'ils auront un nouveau président. Et donc, il faut qu'ils travaillent à véritablement et lancer la lettre au niveau de la lettre, de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que c'est ça également. S'ils arrivent à le faire, ils vont relever donc les grands défis. S'ils ne le font pas, attention, les populations vont penser toujours que l'absence de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale est importante. Voilà, mais vous semblez dire une chose importante sur laquelle vous ne voulez pas insister. Et je trouve quand même que c'est un point important, Hugues-Hector Zogo, oui. pour dire vrai. Il a évoqué une question importante, je voudrais, avec votre permission, revenir là-dessus. Il a dit précisément qu'en mai, le président de la République va quitter le pouvoir et que si c'est la personnalité du président actuel qui fait peur peut-être aux députés pour ne pas faire le débat, qu'il y aura un nouveau président et qu'il va espérer qu'après son départ, il y aura les vrais débats. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très important parce que je ne peux pas laisser inaperçu, je ne peux pas laisser passer facilement cette question qu'il a évoquée. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Patrice Talon, depuis 1990, s'est retrouvé à travailler avec la quasi-totalité de nos acteurs politiques. Lui étant, de par le passé, dans la posture d'opérateur économique, c'était donc retrouvé d'une manière ou d'une autre à faire des deals. Parce qu'étant opérateur économique, la recherche du profit reste donc ce qui détermine toute stratégie d'entreprise. D'accord. Et vous vous rendrez compte que dans ce cheminement ou dans ce processus-là, on se retrouve forcément avec des acteurs politiques qui font des choix qui ne profitent forcément pas à la République. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très heureux pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui pourront représenter notre pays au titre de la 10e mandature à l'Assemblée nationale. Parce que, de par le passé, ceux qui détenaient le pouvoir financier et qui ne méritaient pas de pouvoir siéger en tant que député à l'Assemblée nationale, l'étaient et avaient embrigadé à la limite notre Parlement. Et donc,
ces acteurs-là, se retrouvant à l'hémicycle, ils y allaient pour porter ce qu'on appelle le parapluie. D'accord. C'est-à-dire que c'est des gens qui se retrouvaient dans des affaires à la limite louches. Quid de la peur du président de la République? Et donc, Qu'est-ce qu'il en est? permettez que je puisse quand même présenter le tableau avant de revenir sur la préoccupation. D'accord. C'est-à-dire que de par le passé, c'était ces personnalités-là, ou du moins ces personnes-là, qui se retrouvaient à l'Assemblée nationale. Ces personnes y allaient parce qu'elles avaient peur que l'on puisse les interpeller. Et donc, une fois qu'elles sont à l'Assemblée nationale, elles se refusent de pouvoir se prononcer convenablement sur des dossiers d'État. Des dossiers sensibles. Des dossiers sensibles, là où elles doivent pouvoir prendre la parole en tant que député libre. Vous êtes d'accord, hein? Non, je suis ça logique. D'accord. En tant que député libre, prendre la parole en tant que député libre, puisque c'est leur prérogative. Là où ils doivent pouvoir prendre la parole, ils ne le prennent pas. Parce qu'ils savent pour sauvegarder leurs intérêts. Ils savent qu'il y a un passé qui pourrait les rattraper. Très bien. Et donc, Patrice Talon s'étant retrouvé de par le passé dans cette posture d'opérateur économique, et donc ayant eu la chance de savoir un peu comment de savoir qui ils sont, qui a des comment dossiers, ils sont, de savoir qui a dit des dossiers. Et donc, à partir de ce moment-là, Ou bien. Oui. sans qu'ils ne leur disent rien, sans qu'ils n'ouvrent même la bouche, eux-mêmes, ils ont eu peur. Parce qu'ils savent que c'est le président de la République qui est là. Et à tout moment, puisque le président connaissait leur passé. Ils savent que le président savent qui ils sont. C'est ça. Donc c'est ça qui le fait président peur. connaît leur vraie identité. Cette identité qui n'est forcément pas connue du peuple, de la masse populaire. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'applaudir ce que le président fait. Même si le président fait mal, au lieu qu'il se retrouve dans une posture. Laissez-moi finir. D'accord avec moi. Laissez-moi finir. Je vais revenir mais sur il est en train de point. faire un développement. Vous dites qu'il est d'accord avec vous. Je vais revenir sur votre élément Sur le point de ce que ces députés-là, ils n'ont pas leur place. Donc il fallait quelqu'un qui n'a pas de dossier et qui puisse faire le débat. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Oui. C'est ce qu'il dit. On va y arriver. On va arriver dans la démonstration si on aura une assemblée bien animée de débat ou pas. Donc quand on se retrouve dans cette posture-là, quand on se retrouve dans cette posture, quand on a, comme on dit, à la limite, des dossiers assez sales. Casseroles. Ok, des casseroles. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'ils nous ont habitués à constater? On se cache. Ils se cachent. Et tout le temps, ils sont même les acteurs qui vont financer la campagne du président à élire. Mais alors qu'avec Patrice Talon, ça n'a pas été le cas. Et c'est en cela, par exemple, que la réforme du système partisan est venue régler un certain nombre de choses. Parce qu'avec la réforme du système partisan, c'est à la limite les méritants qui vont siéger. Très bien. Ça s'est passé. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la réforme du système partisan. C'est le parti qui est plus fort. Ce n'est plus des individus. Et donc le parti dit, voici ceux-là qui méritent de siéger, par exemple, au sein d'une institution, de telle institution de la République. Parce que détenant effectivement le parcours. Je vous donne un exemple très simple. Prenez le docteur Valentin Agon. Quelqu'un comme le docteur Valentin Agon. Il est parmi les députés. D'accord. Il est démocrate. Qui s'est retrouvé sur la liste des démocrates. D'accord. Pour être, c'est-à-dire, il avait aspiré siéger, c'est-à-dire se retrouver, non, pas même au Parlement. Il avait aspiré être le candidat du parti, les démocrates. Parmi les présidents candidats. Après il s'est positionné sur la liste des... Merci. Il avait aspiré être le candidat pour le compte des élections présidentielles. C'est un technocrate. Les Béninois connaissent son parcours scientifique. Ils savent qu'il est un innovateur. Et on sait un peu ce qu'il pourrait apporter à notre République si, entre-temps, le parti, les démocrates, lui avait fait confiance et lui avait permis d'aller donc aux élections présidentielles prochaines. Au moment où le président Patrice Talon, avant que le président Patrice Talon ne parle, par exemple, de rupture, le docteur Valentin Agon avait déjà sorti un ouvrage intitulé « La rupture ». Voyez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des idées à mettre au profit de son pays. Mais qu'est-ce qu'on a pu entendre dire
on a pu entendre dire que lui, depuis quand il est venu en politique, pour pouvoir se positionner ou pour pouvoir aspirer à être président de la République. Et ce discours-là, les personnes qui l'ont tenu, ce sont les barons qui avaient le pouvoir financier et qui faisaient donc les jeux de couloir politiques. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, on a pu mettre un terme à ça. Donc, moi, je n'ai pas de crainte à ce que le débat puisse se faire effectivement avec cette 10e mandature-là. Parce que vous aviez il y a des têtes qui vont siéger en fait, et qui n'ont pas un passé honteux. Quand vous les regardez, c'est des cadres. C'est des cadres qui ont un parcours. N'oublions pas également que la pratique parlementaire, d'accord, nous apprend qu'on ne peut pas, que quand le débat, il faut des sachants pour faire le débat. Et donc, oui, maintenant, à un niveau donné, ceux qui sont, quand ils prennent la 6e circonscription électorale, prenons le cas de la 6e circonscription électorale, prenons chacun. Oui, allez-y. Quand ils prennent au niveau de l'UP et le renouveau, qui sont ceux qui peuvent faire le débat? Oui, mais dites-nous ceux-là que vous ne jugez pas capables de faire le débat au niveau de la 6e législature. Non, il ne parle pas de ceux qui ne sont pas capables. On voit bien Haïti, qui sont Haïti, par exemple. Non, tel qu'il présente la situation, c'est comme si, par exemple, au niveau de la 6e législature, il y avait des députés qui sont élus. Ceux qui vont faire le débat. Quand je prends le lot de l'UP, par exemple, dans le lot, qui est capable de faire, ce n'est pas la ministre qui a une pratique parlementaire. Oui, c'est un truc très simple. Non, mais aujourd'hui, pour que le débat soit relevé, il faut compter sur ces gens-là, ceux qui ont eu cette pratique parlementaire. Mais et donc, non, ceux qui... Oui, mais pas vous savez, non, si vous le dites de cette manière-là, c'est comme si vous ne mesurez pas le travail qui a été fait au niveau des partis politiques. Non, en fait, n'amenons pas le débat là-bas. Parce qu'en fait, allons-y dans le sens où... Non, je ne voudrais pas aller dans ce sens. On revient sur deux points. Oui. Le contrôle de l'action gouvernementale. Oui. On a dit, on a épuisé ça. On a dit, au niveau du débat, la qualité du débat. Vous savez, dans le cas de la 6e circonscription. Mais je vais vous surprendre. Allons-y. Non, je vous donne. Suivez-le. Non, je ne voulais pas aller dans son sens. Non, suivez-le. Je vous donne un exemple. Suivez-le. Je vous donne un exemple assez précis. Laissons-lui la parole. Autorisez-moi. Ok, je vous autorise à le faire. Oui, on vous suit. Allez-y, on vous a déjà donné la parole. On vous a déjà donné la parole. Sinon, je vous l'arrache encore et je remets à Hugo. Il faut ramener la qualité du débat politique, du débat à l'Assemblée nationale. Pour faire oublier la présence, pour faire oublier cet aspect-là de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, il faut un débat de qualité. Et le débat de qualité, on doit s'appuyer sur ceux-là qui ont la pratique parlementaire relevée. Et j'ai dit, prenons le cas de la 6e circonscription électorale. Vous avez déjà parlé de la ministre conseillère, qui a été plusieurs fois députée et qui connaissent la pratique parlementaire. Qui a été dans le bureau. Ceux qui n'ont pas eu cette occasion d'aller une fois au Parlement ne peuvent pas faire le débat. Je ne suis pas d'accord. Non, moi aussi, je ne suis pas d'accord. C'est en fait ça. Je ne suis pas d'accord. Le débat, c'est pas le débat parlementaire, c'est pas, on se lève pas. Et on opule, c'est pas comme ça. Il faut avoir des éléments. Non, parce que. Non, quand vous le dites de cette manière-là. Des éléments. Quand vous le dites de cette manière, vous voyez que je ne suis pas d'accord. Non, nous suivons le jour à la fin pour que vous puissiez. Il faut avoir des éléments de langage. Il faut avoir des éléments de langage. Parce qu'ici, il est question de représentativité, il est question d'avoir les justes mots pour dire ce qu'on pense. Ce n'est pas un débat où on met le débat comme ça. D'accord, ce n'est pas un débat de rue ou de marché. De marché. D'accord. J'ai pas réagi. Il peut maintenant. Les nouveaux députés peuvent s'inspirer du débat, d'accord, que ceux qui ont les habitudes parlementaires vont mener. On le fait, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce que vous l'avez compris d'abord? J'ai bien écouté ce qu'il a dit. Non, est-ce que vous avez compris? Bon, maintenant, je vous donne la parole. Alors, je réagis en disant ceci. Le Bénin est un pays extraordinaire. Pourquoi? Le Bénin, c'est un pays extraordinaire. Est-ce que le Bénin vous a démontré? Et je crois que le prochain chef d'État aura de difficultés, il aura énormément de difficultés à pouvoir relever la pente au regard donc de ce à quoi nous avions eu droit depuis 2016. Parce que ce qu'il vient de dire nous renvoie vers le siège actuel de l'Assemblée nationale en construction et qui va pouvoir accueillir la 10e législature de notre pays. C'est prêt? C'est quasiment prêt. C'est le 7 février, non? Oui, on sera à Porte-Nouveau. Oui, ils seront installés. D'accord? Oui, ou le 8 ou le 7. 8. Vous savez,
ce qu'il dit, c'est, à la limite, c'est pertinent. C'est pertinent dans la mesure où un député, dès qu'il est élu, ce n'est pas que lui qu'on devrait voir. Il doit avoir un cabinet, non? Merci. On doit voir le député et on doit voir derrière lui un cabinet. Des gens qui travaillent avec lui. Mais le cabinet, travaille derrière. Le cabinet est installé où? Le cabinet est installé au cœur de l'institution. Oui, non. Chaque député a son cabinet. Chaque député doit avoir son cabinet au cœur de l'institution. Et c'est en cela que je vous dis que le prochain chef d'État aura de difficultés. Il aura de difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez vu... Parce que les parlementaires ont de cabinet. Vous pensez que c'est depuis 1960 pour opiner sur le dossier, vous pensez il faut des experts. C'est ça également, il faut un langage parlementaire. Vous pensez que c'est un jeu, c'est du hasard, ce que le président Patrice Talon a pu faire là, de permettre que désormais nous puissions avoir une Assemblée nationale pouvant abriter les bureaux de tous les cabinets de députés à l'Assemblée nationale. Ils sont désormais 109 à l'Assemblée nationale. Et pourtant, tous pourront avoir leur cabinet au sein de l'institution. Vous me faites rêver là. Oui, mais c'est ça. Rêver. Et j'ai envie de vivre. Ce n'est pas moi qui vous fais la pratique. Ce n'est pas moi qui vous fais rêver. C'est un chef d'État. C'est un chef d'État visionnaire qui nous a emmenés aujourd'hui à cette réalité pour contrecarrer, pour dire que même si vous êtes élu député et que vous n'aviez aucune notion de ce que représente le débat parlementaire, de ce que représente l'institution qu'est le Parlement, tout est déjà prévu par la République pour vous accompagner. Très bien. Et donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Que vous soyez élu pour la première fois, député ou non, vous avez de quoi jouer convenablement votre rôle en tant que député. Très bien. Maintenant, si vous ne le faites pas, ceux qui doivent pouvoir vous rappeler à l'ordre, ce sont les médias. D'accord. Et donc, on va pouvoir jouer notre rôle. Maintenant, ce qu'il dit, et qui est assez pertinent, et que je trouve vraiment fondé, c'est qu'au cœur du bureau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas laisser, par exemple, des néophytes. Puisque vous en parlez, allons-y. En même temps, là-dessus, c'est Fraternité qui en parle ce matin. Hugues Hector Zogo, Henri Nyambodé, Fraternité, merci de l'afficher pour que nous puissions voir, tractation pour le perchoir, la mouvance à l'épreuve de la cohésion. Assemblée nationale, 10e législature. Hugues Hector Zogo, vous disiez qu'on ne peut pas permettre que des néophytes siègent à la 10e législature. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au sein du bureau. Au sein du bureau. Oui, vous avez vu, tractation pour le perchoir, la mouvance à l'épreuve de la cohésion. Déjà, le titre de cet organe nous amène déjà à comprendre que, bien qu'on soit au cœur de la mouvance, qu'il y aura des épreuves. Qu'il y aura des épreuves. Et même au cœur de ces épreuves, il y aura le débat. C'est-à-dire que la réflexion doit pouvoir se mener. Et puis les photos que le journal affiche ne sont pas affichées au hasard. On voit bien Henri Nyambodé. C'est des choix stratégiques. Certaines personnalités politiques. C'est des choix stratégiques. Et soyez rassurés qu'au cœur, par exemple, de ces figures-là qui se retrouvent, vous aurez la chance d'une manière ou d'une autre, d'avoir 2 ou 3 qui vont se retrouver au bureau de l'Assemblée nationale. On ne va pas se permettre, puisque... Donc Benoît sera au Sénat. Au Sénat, parce qu'il est ancien président de la Cour constitutionnelle. Vous voyez déjà? C'est vrai, c'est une très belle lecture. Donc il ne sera pas dans le bureau politique. Vous voyez, c'est vrai. Au nom de la coalition, au nom de l'accord de gouvernance signé par le... Il y a le BA et l'UP qui ont signé un accord de gouvernance. Un accord de gouvernance. Ah oui, c'est vrai. À ce niveau-là, ils peuvent s'entendre. Et puisque la 9e législature a été dirigée par Vlavonou, qui est, je crois qu'il est de l'UP. Oui, exactement. Il est de l'Union progressiste de renouveau. Il a fait 2 mandats consécutifs en tant que président de l'Assemblée nationale. On va peut-être dire, bon, ok, accordons la possibilité au BR de conduire. Parce que ce qui est sûr, c'est le pouvoir. D'accord, vous êtes en train de faire une logique politique. Oui, ce qui est sûr, l'Assemblée nationale,
la présidence de l'Assemblée nationale sera portée par le bloc républicain. Et c'est Abdoulaye Diokane qui va... Vous le dites avec fermeté. Oui, je le dis avec une certaine fermeté. Regardez comment est-ce que le BR a pu faire du sacrifice quand il a été question de retenir les candidats pour les élections présidentielles. Oui, les deux pratiquement se sont retrouvés à être portés d'abord par l'Union progressiste, le Renouveau. Et c'est plus tard que le bloc républicain est venu soutenir la démarche de cette formation politique. Et donc aujourd'hui, Joseph Diogbenou, le professeur Joseph Diogbenou, qui quand même a déjà siégé en tant que président de la Cour constitutionnelle, s'il se retrouve à ne pas siéger au Sénat, ça aurait été une perte pour notre nation. Et donc, le sacrifice qu'il a pu faire, se retrouver président du parti politique et ne pas être retenu en tant que présidentiable, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir en termes de mérite, si ce n'est pas donc lui permettre de siéger au Sénat. Et donc, le professeur Joseph Diogbenou va se retrouver naturellement au Sénat. Et dès qu'il se retrouve au Sénat, quelle est la personnalité aujourd'hui qu'on pourrait retrouver donc au niveau de la classe politique susceptible d'avoir de la carrure et de conduire efficacement les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc la personnalité... Et puis, vous avez vu par exemple Abdoulaye Diokane qui est allé rencontrer le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous pensez que c'est un fruit du hasard? Il fait une sortie, c'est une sortie politique. Depuis qu'il est ministre d'État, combien de fois il a pu rencontrer, par exemple, le président Nicéphore Dieudonné Soglo? Mais il l'a fait tout récemment. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Ça voudrait dire qu'il est allé recevoir les conseils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Bien sûr. Et ne soyez pas surpris qu'il rencontre, pourquoi pas, les jours à venir, Bruno Amoussou, Mathurin Kofinago, Adrien Humbegi, puisque ceux-là ont été anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc c'est des choses qui peuvent se dérouler les jours à venir. Et puis, quand le BR se retrouve à porter la présidence de l'Assemblée nationale, inéluctablement, vous allez voir peut-être une femme en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et donc pour moi, je me dis, c'est un jeu d'équilibre politique qui se fait. Le BR va peut-être prendre la présidence. L'Union progressiste, le Renouveau, va prendre la vice-présidente. L'Union progressiste, le Renouveau peut peut-être prendre les deux premières vice-présidentes. C'est des choses qui peuvent arriver. Et surtout avec des visages féminins. Très bien. Henri Amolet. Non, là, il y aura donc forcément une reconfiguration politique avec ces élections. Je suis d'accord avec Hugues quand il parle donc de BR qui va se positionner au niveau donc de la présidence, parce que vous savez, je l'ai dit tantôt, on va s'appuyer donc sur l'accord de gouvernance ou de coalition pour demander au BR donc de prendre la présidence. Il ne faut pas l'oublier, on entame une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle ère politique à partir de 2026. Est-ce qu'on peut parler de nouveau cycle? Oui, c'est un nouveau cycle, évidemment. C'est un nouveau cycle, oui. Avec cette nouvelle réforme de 7 ans, c'est un nouveau cycle. Et donc, il faut, pour qu'il n'y ait pas effondrement des réformes, pour qu'il n'y ait pas remise en cause de certains acquis, de deux mandats, il faut quelqu'un qui puisse faire l'affaire et donc qui ait cette carrière-là, ce background-là pour diriger donc, le débat également, pour ne pas remettre en cause tout et tout. Mais déjà, il faut faire noter que puisque Joseph Diogbenou, oui, avec tout ce qu'on lui connaît, il ira donc au Sénat, il va peut-être manquer de forte personnalité également à cette Assemblée nationale. C'est vrai que dans le lot, il y a de ces gens-là qui ont cette pratique-là. J'ai vu la photo d'Odel, qui est également une personnalité sur qui on peut compter, qui a été président de la commission des lois pour la mandature passée, sur qui on peut compter également, qui peut-être peut se retrouver dans le bureau. Ça va faire du bien au bureau. Ça va faire du bien. Avec son expérience capitalisée et tout. Oui. Donc il y a également d'autres personnes qui vont se retrouver. Mais déjà, il faut dire que avec ce nouveau cycle, mais il peut être aussi peut-être appelé ailleurs. Hein.
être Non, ministre. mais vous Il savez, peut être aussi appelé ailleurs, à d'autres fonctions. quand vous regardez le ministre, ou autre chose. quand vous regardez le Ou ministre, ambassadeur, on ne sait jamais. non, Comme vous regardez quand même le ministre Abdoulaye Biotchane, il est aujourd'hui ministre d'État chargé du développement, de la coopération, de l'action gouvernementale. La coordination. Oui, de la coordination. Oui. Et de l'action gouvernementale. Ça voudrait dire que tout ce qu'il y a eu comme grand projet aujourd'hui conduit par le président Patrice Talon, il est au cœur de ces projets-là. Et il a été ancien président de la BOAD. Oui. Et donc, On ne il l'oublie maîtrise. pas. Ancien ministre des Finances. Ancien ministre des Finances. Oui. Et donc, comment et quand aujourd'hui, il se retrouve avec un ministre d'État, d'accord, à l'économie, aux finances, qui doit être président de la République, ça va être difficile si on n'arrive pas à trouver une personnalité de carrure qui comprend déjà les prochains défis sur lesquels le Bénin se positionne. Et c'est lui qui a travaillé sur Bénin Horizon 2060. Exactement. Bénin Horizon 2060, par exemple, c'est son département qui a travaillé sur ce programme-là avant que ça ne se retrouve à l'Assemblée nationale. Et donc, ça voudrait dire, à la limite, que... Est-ce que dans ces conditions, il ne sera pas un ministre de la République, ministre d'État ou... Non, c'est pas évident. C'est-à-dire que la personnalité idéale aujourd'hui, pour permettre effectivement que le prochain chef d'État puisse avancer assez vite avec les grands chantiers qui sont ouverts dans notre pays, la personnalité idéale, c'est bien sûr le ministre Abdoulaye Biotchane. Il doit siéger le ministre d'État en tant que président de l'Assemblée nationale. Très bien. Et dès qu'il se retrouve président de l'Assemblée nationale, il faut d'autres figures. Vous êtes revenu par exemple, à la limite, je vais prendre le cas de Madame Claudine Afiavi Prudencio. Vous savez, son parcours en tant que secrétaire parlementaire. Vous aviez vu tout ce qu'elle a apporté comme contribution. Bien sûr. Et donc, quand on... Elle a siégé aussi au Parlement africain. Exactement, elle a siégé aussi au Parlement africain. Quand on regarde un peu le parcours politique et le sacrifice... Le Parlement panafricain, c'est ça, non? C'est bien ça. Et quand on regarde aujourd'hui le parcours politique et au-delà, le sacrifice qui a été consenti pour qu'il y ait une certaine fusion avec l'Union progressiste de renouveau, c'est aussi une personnalité qu'on pourrait avoir au prochain bureau de l'Assemblée nationale. Vous prenez Léonore Yahi, la ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, vous prenez par exemple Orden Aladati. Le combat que Orden Aladati a mené, inéluctablement, ne soyez pas surpris de le retrouver encore au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Vous prenez Gérard Benonchi. Ne soyez pas surpris de revoir Gérard Benonchi au prochain bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, le défi auquel nous sommes confrontés et qui nous permettra effectivement d'avoir un débat parlementaire assez élevé, c'est qu'il y ait des personnalités qui comprennent le mécanisme qu'est le Parlement. Parce que si les gens n'ont pas une ouverture sur ce qui se vit au niveau des autres parlements, ça va être difficile. Il y a une personne dont on ne parle pas, on va finir. Henri Yambolé, il y a une personne dont on ne parle pas, c'est par exemple le député Amadou, c'est Djibril, non? Sa photo est parmi, vous ne le connaissez pas, le député Amadou Djibril, c'est lui, affichez fraternité s'il vous plaît, voilà, c'est lui qui est en deuxième position après Lucas Tropo. C'est lui qui suit directement, vous le connaissez? C'est un député dont on ne parle pas, mais c'est un financier. C'est un cadre du ministère des Finances. C'est quelqu'un dont on ne parle pas, qui également, compte tenu de ses expériences dans le domaine financier, pourra donc contribuer énormément. Par exemple, au bureau de l'Assemblée nationale. Je sais que vous êtes en train de checker, en train de fouiller rapidement pour voir son... C'est Kabirou, vous l'appelez? Oui, il est... Honorable, je sais que c'est Djibril qu'on l'appelle. C'est quelqu'un qui contribue énormément, par exemple, au monde
sportif, dans le milieu sportif, avec son club Takouné FC. Takouné, oui. Oui, c'est de lui que je parle. Oui. Parce que je vois que vous perdiez, et puis oui, Takouné, oui, voilà. c'est lui. Voilà. C'est ce jeune-là, au-delà de ce que vous citez là, c'est un jeune également qui offre beaucoup d'opportunités donc à la jeunesse. D'accord. Je crois j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui ont dit beaucoup de bien de lui, voilà. Dans sa société, dans sa communauté également. C'est ça également. C'est ça également. Il y a toujours un retour de l'ascenseur. Maintenant, par rapport à sa qualité, je vois qu'il est président du conseil d'administration d'une société et tout le reste, Amadou Djibril Labiou. Oui, c'est bien possible que on coopte, bien sûr, ces esprits, je dirais, ces gens-là, ces cadres-là, qui ont des atouts qu'on peut exploiter. Tout à fait. Oui, vous parlez donc de quelqu'un qui a cette potentialité, qui a travaillé donc au ministère des Finances. Oui. Mais il peut être également utile pour le bureau politique, le bureau de l'Assemblée nationale. Le questeur, par exemple, je ne sais pas. Oui, il a été premier questeur. Il a été premier questeur. Il est premier questeur donc, de la mandature actuelle. Donc, déjà premier questeur de la mandature actuelle. Avec les défis qui ont été relevés par cette mandature d'une manière ou d'une autre, il pourrait revenir si son parti lui faisait confiance. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Donc j'ai vu qu'on n'en a pas parlé, j'ai voulu quand même. Il y a Barthélémy Kassa également qui est sur la liste. Barthélémy Kassa, le bloc républicain. Le doyen. Le vice-président. On peut l'appeler doyen maintenant. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. On peut l'appeler doyen. C'est évident qu'il revienne aussi. Mais vous ne le voyez pas au Perchoir. Bon, je ne vais pas relancer les débats, mais vous ne le voyez pas. Non. Barthélémy Kassa au Perchoir, c'est pas évident. C'est pas évident. En fait, on a besoin d'une personnalité qui a quand même une certaine carrière. C'est un animal politique aussi. Non, c'est pas une question d'animal politique qu'il est question aujourd'hui. Vous avez tout développé. Oui, c'est pas. Je ne vais pas encore relancer les débats. En fait, ce dont il est question. Ne commence pas à faire comme ça. Là, c'est reparti pour 11 minutes. Pardon. Non, je suis d'accord pour le développement qui a été fait. Et même, mon grand souhait, on a besoin des personnalités qui sont pondérées. On a une autre des personnalités qui ont du parcours. Oui. Bon. Kassa Barthélémy, il a du parcours aussi. Non, Kassa Barthélémy, attendez. Une expérience parlementaire. Non, c'est vrai, à la limite. Pas les moindres. Non, à la limite, mais ce n'est pas une expérience qui nous amènera à dire pipant, non. Attention. Non, ça c'est du passé. C'est pas du passé. C'est dans le bureau, je le confirme. Il a été membre du bureau de la 9e législature. Il a dirigé même les débats. On a vu comment il a fait. Donc il a un parcours politique d'une manière ou d'une autre. Ça c'est du passé. Vous êtes accroché au passé. Revenons au présent. Oui, vous savez, parfois nous. Oui, le passé peut déteindre sur le présent. Mais ici, il y a eu l'expérience qui a... Pourquoi vous m'empêchez de dire... Non, on vous appelle parce qu'il est l'heure. Oh non, il faut le dire qu'on l'appelle. Vous êtes... Parce qu'on va passer à l'horoscope. Vous êtes envie de dire ce qu'on voulait dire. Je peux voir son visage là-bas. J'aime bien voir son visage comme ça. C'est agréable de faire le plateau avec vous, Hector Zogo. Merci à vous, Henri Yabonnet. Henri Yabonnet qui est venu avec son développement. Ce matin qu'on a très tôt récupéré. Non, c'est vite. Mais non. Mais finalement, on a été d'accord avec vous. Voilà, c'est ça. Ça a donné de la lumière à lui pour développer, pour aller sur le nouveau bâtiment. Et Hugues m'a rejoint sur des points stratégiques. Je suis d'accord avec vous. Franchement, merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Sur ce plateau, donc c'est avec cette petite note d'humour que nous terminons donc cette première partie de ce plateau.